Shakuntala de Kalidasa, introduction et conseil. Shakuntala au signe de reconnaissance, qu'on appellera désormais simplement Sakuntala, la plus célèbre des œuvres dramatiques que nous a transmises l'Inde ancienne, demande à quiconque entreprend de l'étudier un effort particulier. Il ne saurait être question, en effet, de l'aborder comme on aborde une pièce du répertoire occidental, qui s'inscrit dans un contexte littéraire et culturel connu au moins dans ses grandes lignes, sans qu'il soit besoin de se plonger dans l'étude de l'Inde ancienne. Une certaine connaissance de sa civilisation et de son histoire littéraire est nécessaire. Outre qu'il est évidemment souhaitable d'avoir une idée générale du cadre chronologique, il importe de bien comprendre ce qu'est le théâtre de l'Inde ancienne, qui ne ressemble ni au théâtre grec ou latin, ni aux formes théâtrales qui se sont développées sur les différentes scènes de l'Europe depuis la Renaissance. Pour cela, il faut se livrer à quelques lectures. Le chapitre 1 de cette partie du présent manuel, bien sûr, mais aussi, afin d'approfondir ce sujet, l'excellente introduction du théâtre de Kalidasa de Lille, Bonsat Boudon, où figure le texte de la pièce. On pourra compléter cette lecture par celle des introductions du volume de la Pléiade Théâtre de l'Inde ancienne et par un ouvrage de Lynn Bansat Boudon, Pourquoi le théâtre? La réponse indienne, voire la bibliographie. Il est également souhaitable, afin de se familiariser avec le répertoire dramatique de l'Inde ancienne, de lire quelques autres pièces dans des traductions françaises, en particulier les deux autres drames de Kalidasa, présents dans le même volume. Au-delà, la découverte de quelques grands textes fondateurs de la littérature sanskrite, accessibles par le truchement d'excellentes traductions, Ramayana, Mahabharata, ne peut qu'enrichir la compréhension de l'œuvre. Une fois acquises ces connaissances élémentaires, il faut évidemment lire attentivement le texte, en s'efforçant d'en percevoir toute la signification, en particulier celle de nombreux symboles qui s'y trouvent. La littérature sanskrite et Sakuntala en particulier ont fasciné très profondément les écrivains liés, de près ou de loin, au mouvement symboliste. Il faut également éviter les contresens culturels ou anthropologiques que peut entraîner une lecture trop spontanée. Pour cela, rien de tel que de consulter de manière très systématique les notes, relativement nombreuses et toujours très claires, très éclairantes, qui se trouvent à la fin du volume. Y sont minutieusement exposés tous les éléments permettant de comprendre le détail textuel ou d'en saisir les allusions. Cela vaut par exemple pour ce qui relève du contexte rituel indien, si présent dans le texte, ou encore du contexte sociologique d'un monde où la question du statut se pose constamment. Cela vaut également pour les références à des figures de la mythologie. Il n'est pas besoin de connaître toute la mythologie très complexe de l'Inde ancienne, mais il faut pouvoir situer les personnages qui sont évoqués. Une remarque à ce propos. Il est parfois difficile, comme un lecteur occidental, de s'y retrouver parmi la profusion de noms et d'appellations différentes d'un même personnage. Il est parfois difficile pour un lecteur occidental de s'y retrouver parmi la profusion de noms et d'appellations différentes d'un même personnage, tantôt désigné par un patronyme, tantôt par un nom dérivé de celui d'un ancêtre éponyme, tantôt par un surnom renvoyant à un de ses attributs ou de ses hauts faits, tantôt par un titre renvoyant à sa fonction ou à son statut. Là encore, les notes seront éclairantes. Le volume de la Pléiade contient en outre un glossaire qui peut s'avérer utile. Il convient à présent de préciser le point suivant. Dans tout ce qui suit, on considérera le texte de Lynn Bansat Boudon comme une œuvre à part entière, constituant l'objet de l'étude. Et c'est ainsi que doivent procéder les candidats à l'agrégation.
Non qu'en filigrane, on n'évoquera jamais dans ces pages de texte sanskrit qu'il traduit. Des remarques y faisant référence pourront au contraire, ici et là, éclairer un commentaire. Mais il demeure que c'est le texte français qu'il s'agit de commenter, y compris dans son détail syntaxique, lexical et même prosodique. La dimension stylistique ne doit pas être absente. La dimension stylistique ne doit pas être absente de l'étude, sous prétexte qu'il s'agit d'une traduction. On fera une remarque à ce propos. Cette traduction, précisément, se signale par la conjonction rare d'une grande exactitude philologique et d'une indéniable réussite littéraire. Elle repose sur une réflexion esthétique et met en œuvre des procédures traductologiques raisonnées qui conduisent à ce qu'on puisse la considérer à la fois comme un reflet fidèle de l'original, dénué de tout accommodement ethnocentrique et comme un texte poétique dont la forme, sans reproduire les choix expressifs de Kalidasa, demeure signifiante et mérite par elle-même d'être commentée. On se reportera aux pages de l'introduction, page 87-88, où sont exposés les choix de traduction. Un dernier conseil, l'orthographe des mots sanscrits non propres ou vocables désignant des notions dépourvues d'équivalent dans notre langue. Et pour cette raison, conservées sous leur forme originale. Pardon. On a dit l'orthographe des mots sanscrits non propres ou vocables désigne des notions dépourvues d'équivalent dans notre langue et pour cette raison conservées sous leur forme originale et très souvent dans les publications non indianistes. Objet de variation et d'approximation regrettable. Or, il existe une convention en matière de translittération en usage chez les indianistes du monde entier. Cette convention qui recourt à un ensemble de signes diacritiques venant modifier les caractères latins reflète parfaitement la prononciation des phonèmes une fois connue la valeur de chacun d'entre eux. La traduction et l'apparat critique de Lin Bansat Boudon respectent scrupuleusement cette convention. Il est impératif que les candidats fassent de même et s'interdisent les barbarismes qu'on rencontre trop souvent, afin de les y aider, suivre quelques éléments de phonétique pour l'oral et l'orthographe pour l'écrit. Concernant des sons ou des oppositions qui n'existent pas en français, on s'épargnera la description des phonèmes, les plus nombreux d'ailleurs, qui sont à peu près identiques à ceux du français et que leur translittération reflète correctement. Voyez, le sanskrit et les prakrit, langue moyenne indienne, proche du sanskrit, parlé par les personnages qui ne sont pas des hommes de haut rang, brahman, aux nobles guerriers. Oppose longue et brève. Il ne faut donc pas les confondre et omettre le signe de la langue quand il y a lieu de l'employer. La même chose, donc ça c'est de l'ordre phonologique. On va faire fi de cela. L'Inde ancienne et son théâtre, repère historique et culturel. De l'Inde védique à l'Inde classique. Ce qu'on appelle Inde ancienne commence, selon toute probabilité, au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'Inde ancienne commence, selon toute probabilité, au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ et s'achève
et s'achève aux alentours du deuxième siècle après Jésus-Christ. Quand le péninsule indienne, d'abord dans sa partie nord, est devenu le théâtre des invasions dites musulmanes, qui ont modifié en profondeur son paysage politique et culturel. On peut cependant distinguer sommairement deux grandes périodes de l'Inde ancienne. La période védique qui s'étend du milieu du deuxième au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ et la période classique qui lui succède. Beaucoup d'historiens divisent cette seconde période elle-même en deux époques, utilisant l'expression Inde médiévale pour désigner la plus récente, dont le commencement peut être situé de manière très imprécise. Dans les derniers siècles du premier millénaire avant Jésus-Christ. Elle est de toute façon postérieure à la rédaction de Sakuntala. L'Inde védique et l'Inde classique se distinguent sur plusieurs plans, dans le domaine religieux, dans le domaine linguistique, dans les domaines économiques, social et politique. Il n'existe cependant pas de réelle solution de continuité en termes de civilisation entre ces deux grandes périodes. On passe graduellement de la première à la seconde, au terme d'une lente et inégale évolution. L'Inde classique ne se pense d'ailleurs jamais en termes de rupture et n'a jamais renié les idées védiques. Elle les a simplement recouvertes des siennes. C'est ainsi, par exemple, que le Veda a conservé son statut de texte fondateur, bien que les mythes et les rites qui y sont évoqués soient peu à peu devenus obsolètes. C'est ainsi également que si le dieu védique de la guerre et de la royauté, Indra, a perdu en Inde classique de son importance au profit des différentes formes, et Vishnu et de Shiva devenus objets de dévotion dans la pratique religieuse. Il n'en demeure pas moins un personnage essentiel dans toute la littérature. La datation généralement admise pour l'Inde védique entre le milieu du deuxième et le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, très approximative, n'est pas fondée sur des données archéologiques. On n'en possède pas, mais sur l'histoire des langues qui permettent de reconstruire le scénario suivant. Au milieu du deuxième millénaire, une population composée de tribus, de semi-nomades pratiquant l'élevage et la guerre et se donnant le nom d'Arya migre depuis une zone géographique correspondant approximativement à l'actuel Iran vers le nord-ouest de l'Inde, actuel Pakistan et Pendjab indien. Au cours du millénaire qui suit, au milieu du deuxième millénaire, une population composée de tribus, de semi-nomades pratiquant l'élevage et la guerre et se donnant le nom d'Arya migre depuis une zone géographique correspondant approximativement à l'actuel Iran vers le nord-ouest de l'Inde, actuel Pakistan et Pendjab indien. Au cours du millénaire qui suit, donc approximativement entre 1500 avant Jésus-Christ et 500 avant Jésus-Christ, cette population poursuit sa migration à travers le sous-continent, d'abord vers l'est jusqu'au golfe du Bengale, puis vers le sud, imposant sa civilisation non sans la modifier au contact des civilisations rencontrées sur place. Elle est porteuse d'une culture qui jouera un rôle essentiel dans la construction de la culture indienne. Donc, à signaler que ce texte-là est extrait de la critique littéraire
consacré à la littérature composée, je pense de la maison d'édition Les Ellipses. Sans entrer dans le détail, donc juste pour le respect des droits de l'auteur, et merci pour les auteurs de cet ouvrage. Sans entrer dans le détail, on en soulignera trois traits caractéristiques. Tout d'abord, la langue, qui appartient à la branche indo-iranienne de la grande famille des langues indo-européennes. Un ensemble de langues parlées depuis l'Inde jusqu'à l'Europe et remontant à une langue mère préhistorique, l'indo-européenne. On ne possède pas de documents écrits dans cette langue, mais son existence est prouvée par les correspondances entre les langues historiques. Cette langue est appelée indo-aryenne ancien et recouvre certainement plusieurs dialectes. Il nous est connu par sa forme littéraire et liturgique, nommée tantôt simplement védique, tantôt sanskrit védique, appellation qu'elle doit au fait qu'elle a servi à la rédaction du Veda. Au second lieu, la religion, un polythéisme centré sur le sacrifice, moment essentiel d'échange entre les dieux et la communauté humaine. En second lieu, la religion, un polythéisme centré sur le sacrifice, moment essentiel d'échange entre les dieux et la communauté humaine. Car le sacrifice, quelle que soit sa forme, est avant tout un échange. Il s'agit pour les hommes de donner quelque chose aux dieux afin que ces derniers, si l'offrande leur plaît, leur accordent en retour un contre-don. Source pour eux de prospérité, longue vie, fécondité du bétail, pluie, victoire à la guerre, etc. Le sacrifice et le don, par conséquent, s'équivalent et sont désignés en moyen des mêmes mots. Ils ne consistent pas seulement en offrande matérielle. L'offrande de parole est également très importante et les brahmins, c'est-à-dire les prêtres, lorsqu'ils accomplissent le rituel sacrificiel, l'accompagnent en récitant ou psalmodiant des hymnes liturgiques par lesquels ils s'adressent aux dieux, prières et éloges qui sont une contrepartie de la générosité attendue de leur part. Ces hymnes composés oralement et transmis de bouche de maître à l'oreille de disciples au sein des familles de brahmanes ont été regroupés ultérieurement dans 4 grands recueils qui, complétés par un vaste ensemble de textes exégétiques, constituent le noyau du corpus nommé Veda, savoir. Le troisième et dernier trait qu'on soulignera est la forme de la société. Il s'agit d'une société étroitement cloisonnée et hiérarchisée, composée de groupes héréditaires et endogames. On ne s'y marie qu'au sein de son groupe, spécialisé dans les activités différentes. Les brahmanes sont seuls habilités à effectuer les rites sacrificiels. Ils s'opposent en cela à toutes les autres catégories qui offrent des sacrifices, mais ne peuvent les effectuer eux-mêmes. Et sont contraints de recourir à leur service, l'aristocratie guerrière. Le ksatra est spécialisé dans la guerre. Les éleveurs, enfin, se consacrent à l'activité économique, longtemps strictement pastorale, avant que n'apparaisse l'agriculture. Cette structuration trifonctionnelle héritée de la préhistoire indo-européenne s'observe également sous d'autres formes dans d'autres sociétés comme la société féodale de l'Europe occidentale, les 3 ordres. Il se poursuit dans la doctrine des Varna de la période classique et de Sig, Wikander, puis Dumézil ont montré que l'époque du Mahabharata la met en scène dans la construction dans son récit cadre. Au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ,
Il se produit une évolution importante. Les Indiens adoptent progressivement l'agriculture, se sédentarisent, construisent des villes et développent un important commerce intérieur et extérieur. Ces changements sociaux et économiques se traduisent par de nouvelles formes d'organisation politique. Apparaissent des royaumes plus ou moins centralisés, dotés d'une puissante administration et s'appuyant sur une idéologie politique très élaborée, omniprésente dans la littérature. La partie exégétique du Veda, dès les textes les plus anciens qui en font partie, les Brahmanas, décrit en détail les rituels sur lesquels oppose la royauté, ainsi soumise à la sanction brahmanique. Les rois tenteront de s'en affranchir au cours de la période qui suit. Sur le plan social, la structure trifonctionnelle de la société prend la forme d'une norme stricte consignée dans les traités exposant les devoirs de chaque catégorie. Les Dharmasastras, dont les lois de Manu sont l'exemple le plus fameux. Aux Arias, seule habilité à offrir des sacrifices et qui regroupe les Brahmanes, prêtres, les Kshatriyas, guerriers, rois, et les Vaishyas, responsables de la production et du commerce des biens matériels. S'ajoutent les Sudras, serviteurs, subordonnés aux autres catégories et exclus de l'activité rituelle, sociale aux activités différenciées et complémentaires, rendues étanches par l'endogamie et le caractère héréditaire de leur statut strictement hiérarchisé en fonction de la position de chacune dans le cadre rituel qui structure toute la vie sociale. Quelques éléments de la culture, ça. Mariage dans l'Inde classique. Veda, théâtre et rituel. Si on situe d'emblée le théâtre dans une dimension. Un théâtre destiné à l'édification des hommes. Repère et analyse, pardon. Je vais juste vérifier quelques éléments. Une tradition. Pardon. Un théâtre destiné à l'édification des hommes, c'est une notion importante. La dimension rituelle du théâtre est corrélée à sa dimension morale. Cela a été conçu au ciel pour la distraction des dieux. Sa véritable finalité est l'édification des hommes sur la terre. Le mythe de fondation est à la fois explicite et insistant sur cet aspect. Quand Brahma crée le théâtre, le Kretayuga est révolu et l'on est entré dans les âges intermédiaires, ceux de l'épopée et de la confrontation entre les dieux et les démons qui prélude à l'avènement du Kali Yuga, l'âge des temps présents. C'est une période de déclin du Dharma
Les hommes aveuglés par l'ignorance s'abandonnent à leur passion, obéissent à la loi des rustres et renaissent Shudra, ce qui leur interdit d'entendre le Veda et de recueillir les enseignements qui les remettraient sur le droit chemin. Ce Veda dont l'accès leur est désormais interdit. Il faut donc le remplacer par un cinquième Veda qui soit à leur portée. Telle est la raison d'être du spectacle théâtral qui comporte un enseignement accessible parce que parce qu'exploitant non seulement les ressources de la parole, mais aussi tous les prestiges de la scène, le geste, la musique, etc. Ainsi, le contenu de l'enseignement qu'il cherche à transmettre serait-il mieux et plus aisément perçu. D'abord, parce que le concours des divers modes d'expression, la parole et le geste, soutenus par la danse et le chant, rendra le message plus clair. Ensuite, parce que cette transmission se fera sous une forme moins austère, associée aux plaisirs esthétiques. Abhinavagupta, glossant la strophe 11, précise à savoir avoir signifié plaisant. À entendre signifie procurant un enseignement. Le sens est donc qui offre plaisir et instruction. L'exemple de la musique vocale et instrumentale omniprésente au cours du spectacle est éloquent. Il est destiné à faire fondre le cœur du spectateur afin de le rendre perméable au sens et à l'émotion, plus que ne le ferait la simple récitation du texte. On est à l'opéra. Un tel ars agit comme un Veda, mais il s'adresse indistinctement à tous les varnas. Les intrigues des pièces de théâtre, en effet, proclament toujours l'ordre parfait de l'univers, en relatant les restaurations exemplaires du dharma dans un âge de décadence. Ils commencent par une anomalie, une rupture, une déchirure dans l'ordre dharmique. C'est sans doute la raison pour laquelle l'épopée leur sert si souvent de toile de fond. Elle aussi raconte sur le mode narratif l'action salvatrice d'un héros qui rétablit le dharma et instaure un règne au cours duquel il en assurera le maintien. C'est sans doute la raison pour laquelle l'épopée leur sert si souvent de toile de fond. Elle aussi raconte sur le mode narratif l'action salvatrice d'un héros qui rétablit le dharma et instaure un règne au cours duquel il en assurera le maintien, en souverain idéal. Cette déchirure peut prendre diverses formes. Une catastrophe militaire et politique, une intervention démoniaque, une princesse perdue et entrer incognito au gynécée. Un roi qui n'a pas de fils. Donc, je reviens. C'est sans doute la raison pour laquelle l'épopée leur sert si souvent de toile de fond. Elle aussi raconte sur le mode narratif l'action salvatrice d'un héros qui rétablit le dharma et instaure un règne au cours duquel il en assurera le maintien. Un souverain idéal. Cette déchirure peut prendre diverses formes. Une catastrophe militaire et politique, une intervention démoniaque, une princesse perdue et politique. Cette déchirure peut prendre diverses formes. Une catastrophe militaire et politique, une intervention démoniaque, une princesse perdue et une entrée incognito au gynécée. Entrée incognito, pardon. Incognito. Adjectif. Anonyme, incognito, anonyme, sans être connu. Incognito. De l'italien. Incognito.
un roi qui n'a pas de fils pour assurer le culte des ancêtres et perpétuer sa lignée, etc. Dans Sakuntala, c'est d'abord un problème de cet ordre qui d'emblée est posé. À l'instar de nombreux souverains de la lignée de Kuro, de la lignée de Kuro, شنو هاد كورو عاوتاني شنو هاد المصيبة هذا كورو maladie apprenant découverte de Nouvelle-Guinée. Non, 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 non. Dans la Mahabharata, ancêtre des Kauravas et des Pandavas. C'est un ancêtre. Mahabharata. 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 Ça veut dire quoi le Mahabharata? Mahabharata. Mahabharata. Donc je vais Mahabharata. Définition, je vais sur Google. Mahabharata. Mahabharata. Livre de Veda. Contentons-nous de Wikipédia. La grande guerre de Bharata, ou grande histoire de Bharata, est une épopée sanskrite de la mythologie hindoue comportant selon le décompte de Vyasa, réparti en 18 livres. Il est considéré comme le plus long poème jamais composé. Le Mahabharata est un livre sacré de l'Inde et qui relate la grande geste des Bharata, grand poème épique datant des derniers siècles avant Jésus-Christ. C'est une saga mythico-historique. Bharata. Sont eux les descendants de l'empereur légendaire de l'Indien Bharat. Ils constituent le peuple indien d'aujourd'hui. Parmi eux figurent les personnages du Mahabharata. J'ai envie de dormir. C'est ennuyeux, c'est un peu insupportable. Qu'est-ce qu'on a dit? Cette déchirure peut prendre diverses formes. On a dit catastrophes militaires et politiques, etc. On l'a déjà dit. Donc, à la lignée de Kuro. À l'instar de nombreux souverains de la lignée de Kuro, en cette période de crise, de Chianta n'a pas de fils. Un ascète, au début de la pièce, prédit qu'il en aura un, qui conquérera le monde. Acte 1, strophe 11. Puis, à l'acte 4, la négligence de Shakuntala lui vaut une malédiction qui la condamne à n'être pas reconnue par le roi. Oubli qui prive celui-ci momentanément du fruit de son union avec la princesse. Le développement de l'intrigue vient séparer grâce au pouvoir d'un anneau talismanique. Le développement de l'intrigue viendra réparer grâce au pouvoir d'un anneau talismanique cette double déchirure. On remarquera qu'entre-temps, de Chianta est invité à protéger les sacrifices des ermites contre les démons voleurs d'offrandes. C'est comme une mise en abîme du schéma atteinte au dharma, réparation qui est en œuvre dans la pièce. Le processus de reconnaissance joue presque toujours un rôle important. Si le mal survient, c'est en raison de l'ignorance des hommes. L'intrigue, en les conduisant à déchirer le voile de cette ignorance, amène le dénouement heureux. Quand la princesse qu'on croyait perdue est reconnue dans celle qu'on croyait une servante impudente,
Quand le roi, aveuglé par une malédiction, retrouve la mémoire et reconnaît la femme qu'il a aimée après avoir reconnu le fils qu'elle lui a donné, le dharma est rétabli et les spectateurs sont édifiés, en même temps que les protagonistes se trouvent éclairés. On l'a compris, le dénouement d'une intrigue dans le théâtre indien est nécessairement un dénouement heureux. Il faut souligner cela. Et il faut souligner cela. On l'a compris, le dénouement d'une intrigue dans le théâtre indien est nécessairement un dénouement heureux. Et la tragédie est structurellement impossible. Cette nécessité repose sur la fonction didactique et morale de la représentation. L'édification des hommes ne se fait pas par la terreur et l'appétit. Et la catharsis n'est pas celle qui conduit au rejet des passions devant le spectacle, pitoyable et repoussant du malheur qu'elle engendre. Elle consiste plutôt dans l'élargissement heureux de la conscience. Non que les intrigues ne comportent pas d'épisodes de l'heureux. Non que les intrigues ne comportent pas d'épisodes de l'heureux. Dominés par la souffrance morale qui sert de fondement à la saveur esthétique, le rasa du pathétique, c'est même une nécessité. Le héros traverse des moments de profond désespoir avant d'atteindre le dénouement heureux de la pièce. Si l'intrigue, comme c'est généralement le cas, est une intrigue amoureuse, le pathétique surgit dans le cadre obligé de l'amour, dans la séparation. Un des deux fondements de l'amour, mais il ne fait que préluder au retrouvailles de l'amour, dans la jouissance partagée, qui clôt la pièce. Ainsi, dans Sakuntala, voit-on à l'acte 6 le roi de Sienta se désespérer d'avoir éconduit la princesse, après que la vue de l'anneau lui a rendu la mémoire, au point d'interdire qu'on célèbre la fête du printemps et de sombrer dans la folie en contemplant le portrait de sa bien-aimée. Mais à cette épouse succède la joie des retrouvailles du dernier acte. Si l'intrigue, comme c'est généralement le cas, est une intrigue amoureuse, le pathétique surgit dans le cadre obligé de l'amour, dans la séparation. Dans la séparation. Un des deux fondements de l'amour, mais il ne fait que préluder au retrouvailles de l'amour dans la jouissance partagée, qui clôt la pièce. Ainsi, dans Shakuntala, voit-on à l'acte 6, roi du Chianta se désespérer d'avoir éconduit, avoir rejeté, repoussé la princesse, après que la vue de l'anneau lui a rendu la mémoire, au point d'interdire qu'on célèbre l'anneau, lui a rendu la mémoire, au point d'interdire qu'on célèbre la fête du printemps, et de sombrer dans la folie en contemplant le portrait de sa bien-aimée. Mais cet épisode succède la joie des retrouvailles du dernier acte. Une représentation du monde. Tous les types humains, toutes les castes, tous les métiers devaient s'y retrouver. Chacun devait donc y éprouver la profonde satisfaction de se voir représenté, compris, situé à sa place dans le mouvement universel. Chacun, sot au savant, poltron au héros, misérable au grand seigneur, y verrait sa propre raison d'être dans l'harmonie des mondes et par cette porte de l'émotion individuelle, il entrerait en contact avec l'enseignement sacré. René Domal. La fonction didactique du théâtre indien est à son tour indissociable de sa fonction de représentation de l'univers. Le mythe de fondation en dit un mot, révélant aux hommes toutes les actions du monde futur. À la strophe 14. Mais c'est dans d'autres passages du traité que cette dimension apparaît explicitement. Voici quelques citations. Le théâtre décrit les sentiments des trois mondes, tout entier. Sont riches des caractères divers, connaissant le cœur dans tous ses états divers, fait à l'imitation du mémoire, tel j'ai créé le théâtre. 1, 112. Brahma parle.
Ce théâtre sera à l'imitation des 7 continents. 117. La nature du monde, avec ses joies et ses souffrances. Voilà. Lorsqu'on l'interprète par le geste et les autres prestiges de la scène. Ce qu'on appelle le théâtre. 119. Tout désigne le théâtre comme miroir du monde et des hommes. On comprend dès lors l'extraordinaire profusion de l'extraordinaire diversité de situations, de personnages, de sentiments présents sur la scène. Aucune pièce, en effet, à l'exception notable des courtes pièces en un cas, qui en font un principe, ne décrit qu'un seul sentiment, ne suscite qu'une seule atmosphère, ne révèle que d'un genre. Les intrigues dramatiques mêlent volontiers le comique et même le bouffon, au pathétique, l'héroïque au lyrique. La concentration, chère à la tragédie grecque, puis à la tragédie classique française, n'est jamais de mise. Ainsi, dans Shakuntala, le bouffon apporte une touche de comique aux scènes les plus pathétiques, ce qui a d'ailleurs pour avantage de permettre un léger relâchement de la tension émotionnelle suscitée par les tirades d'Industrianta transi. Cette détente favorise également chez le spectateur une prise de distance favorable à l'alchimie de l'émotion esthétique. On le verra, le rasa suppose l'universalisation par le spectateur d'émotions qu'il ressent, assez pour les savourer, mais qui ne le submerge pas. On voit également sur la scène des personnages de toutes conditions, des rois, des reines, des ministres, des prêtres, des ascètes, mais aussi des servantes, des soldats, des hommes du peuple. Le prologue tout entier de l'acte 6 de Sakuntala met en scène un pêcheur, deux gardes et un chef de police, entre lesquels s'instaure un dialogue de comédie. Après les menaces du chef de police et les colibés de garde, les trois personnages se réconcilient et vont boire à l'invitation du prêcheur, qui, lavé de tout soupçon et récompensé par le roi, a décrété que ses geôliers sont désormais ses meilleurs amis, ainsi que le précise le traité. Tous les Varnas sont présents au théâtre, de même que celui-ci s'adresse à tous les Varnas. On voit également sur scène des personnages de toutes conditions, des rois, des reines, des ministres, des prêtres, des ascètes, mais aussi des servantes, des soldats, des hommes du peuple. Le prologue tout entier à l'acte 6 de sa condamnation met en scène un pêcheur, deux gardes et un chef de police, entre lesquels s'instaure un dialogue de comédie. Après les menaces du chef de police et les colibés des gardes, les trois personnages se réconcilient et vont boire, à l'invitation du pêcheur, qui, lavé de tout soupçon et récompensé par le roi, a décrété que ses geôliers sont désormais ses meilleurs amis, ainsi que le précise le traité. Tous les Varnas sont présents au théâtre, de même que celui-ci s'adresse à tous les Varnas. On peut sans doute établir un lien entre cette fonction de représentation du monde dans sa réalité multiple et l'hétérogénéité à la fois stylistique et linguistique du texte théâtral. Son hétérogénéité stylistique se manifeste d'abord par l'alternance de vers et de prose. Les personnages, surtout les protagonistes principaux, expriment leurs sentiments dans les répliques généralement composées d'une courte introduction en prose, suivie d'une ou de plusieurs strophes poétiques. Les passages en prose de plus grande longueur ont pour fonction le plus souvent de faire avancer l'intrigue et de servir à l'exposition. Tel ministre, tel général en chef, tel messager vient annoncer la victoire des armées royales et fait le récit des péripéties de la bataille, ou bien comme dans Sakuntala 2 suivante. Pardon un instant.
Pardonne. On peut sans doute établir un lien entre cette fonction de représentation du monde dans sa réalité multiple et l'hétérogénéité, à la fois stylistique et linguistique du texte théâtral. Son hétérogénéité stylistique se manifeste d'abord par l'alternance de vers et de prose. Par l'alternance de prose, de vers et de prose. Pardon. De prose, les personnages, surtout les protagonistes principaux, expriment leurs sentiments dans des répliques généralement composées d'une courte introduction en prose suivie d'une ou de plusieurs strophes poétiques. Les passages en prose de plus grande longueur ont pour fonction le plus souvent de faire avancer l'intrigue ou de servir à l'exposition. Tel ministre, tel général en chef, tel messager vient annoncer la victoire des armées royales et fait le récit des péripéties de la bataille, ou bien comme dans Shakuntala, deux suivantes qui discutent entre elles, apprennent au spectateur ce qui s'est passé entre l'acte qui se joue et le précédent, à moins qu'il ne lui révèle une situation installée avant le début de la pièce. Pardon, je relis cela. J'y viens annoncer la victoire des armées royales et fait le récit des péripéties de la bataille. Ou bien, les passages sont en prose de plus en plus longueurs, ont pour fonction le plus souvent de faire avancer l'intrigue ou de servir à l'exposition. Tel ministre, tel général en chef, tel messager vient annoncer la victoire des armées royales et fait le récit des péripéties de la bataille. Ou bien, comme dans Shakuntala, deux suivantes qui discutent entre elles, apprennent aux spectateurs ce qui s'est passé entre l'acte qui se joue et le précédent, à moins qu'il ne lui révèle une situation installée avant le début de la pièce. Lorsqu'elle exprime des sentiments, les répliques en prose sont mises en général dans la bouche de personnages subalternes, incapables de les formuler de manière poétique. À l'inverse, les protagonistes principaux décrivent leurs sentiments dans des strophes savamment tournées jusqu'à une certaine préciosité qui dévoile des talents de poète. Elle relève en effet du style raffiné de la poésie savante de cour. Le caviar, outre l'expression des sentiments, la poésie sert aussi à la description des lieux et des êtres, dès lors que cette description n'a pas simplement une visée informative, mais comme un décor connoté destiné à servir l'écran aux sentiments et à favoriser leur haute éclosion, en créant l'atmosphère propice. Au début de l'acte 1 de Shakuntala, le roi et le cocher rivalisent de virtuosité descriptive pour évoquer la chasse. Rivalisent la virtuosité descriptive pour évoquer la chasse, la vitesse de leur char et celle de l'animal qui poursuivent. Cela permet de préparer la rupture brutale qui va suivre dès qu'ils seront entrés dans le domaine de l'ermitage et de susciter un puissant contraste avec l'univers apaisé de celui-ci. C'est surtout le héros qui parle en vers. Dans Shakuntala, Dushyanta est le personnage qui prononce le plus grand nombre de strophes. Et de loin, à titre d'exemple, sur les 25 strophes de l'acte 1, hors prologue, il en prononce 18 au cours du premier dialogue.
qu'il a avec chacun d'entre eux. Dans cet acte, la jeune femme ne parle pas une seule fois en vers. Peut-être parce que ses sentiments sont encore retenus et secrets. Tandis que le roi énonce immédiatement les siens. Mais il est aussi un fait bien établi. Les rois en Inde sont censés être poètes. Oui. De même qu'ils sont censés posséder toutes sortes de talents artistiques. Cet idéal est énoncé jusque dans les documents épigraphiques. Et les rois de théâtre ne manquent pas de faire éclater sur la scène leur maîtrise poétique et littéraire. Quoi qu'il en soit, cette alternance de vers et de prose donne au texte dramatique de l'Inde ancien une physionomie qui n'est pas sans analogie avec celle de l'opéra baroque plus romantique, où alterne air et récitatif, répartis selon un principe plus ou moins analogue. L'hétérogénéité linguistique est plus spectaculaire, car sur ce point, le théâtre indien est un cas unique. En Inde ancienne, les usages linguistiques sont étroitement corrélés aux statuts sociaux. Les brahmanes et les rois parlent sanskrit, la langue noble du rituel et du pouvoir, tandis que les autres varnas s'expriment dans des langues vernaculaires, qui dans le nord du sous-continent sont des langues moyennes indiennes, assez proches du sanskrit, appelées prakrit. C'est important cela. Pardon. Pardon. L'hétérogénéité linguistique est plus spectaculaire, car sur ce point, le théâtre indien est un cas unique. En Inde ancienne, l'hétérogénéité linguistique est plus spectaculaire, car sur ce point, le théâtre indien est un cas unique. En Inde ancienne, les usages linguistiques sont étroitement corrélés aux statuts sociaux. Les brahmanes et les rois parlent sanskrit. La langue noble du rituel et du pouvoir, tandis que les autres varnas s'expriment dans des langues vernaculaires, qui dans le nord du sous-continent sont des langues moyennes indiennes, assez proches du sanskrit, appelées prakrit. Plusieurs de ces langues ont d'ailleurs elles-mêmes acquis leurs lettres de nobles et sont devenues des langues littéraires à part entière. La littérature prakrite est à peu près aussi abondante et aussi renommée que la littérature sanskrite. Au théâtre, qui, rappelons-le, met en scène tous les varnas. Ce plurilinguisme est devenu une convention codifiée avec précision à chaque type de personnage, à chaque statut social, une langue déterminée. Le traité d'art dramatique contient une section consacrée aux langues. Le traité d'art dramatique contient une section consacrée aux langues de la scène, dont il fournit un aperçu grammatical. Le chapitre 18 ainsi le roi, ses ministres, les ascètes et les prêtres parlent sanskrit, de même que le cocher royal, qui est devenu Oran. Mais le bouffon parle un prakrit, car c'est un brahman dévoyé qui n'a pas appris sa grammaire. Le pêcheur et les policiers qui l'ont arrêté parlent prakrit. Et aussi renommé que la littérature sanskrite. Au théâtre, qui, rappelons-le, met en scène tous les varnas. Ce plurilinguisme est devenu une convention codifiée avec précision. À chaque type de personnage, à chaque statut social, une langue déterminée.
Le traité d'art dramatique contient une section consacrée aux langues de la scène dont il fournit un aperçu grammatical. Le chapitre 18. Ainsi le roi, ses ministres, les ascètes et les prêtres parlent sanskrit, de même que le cocher royal, qui est de haut rang. Mais le bouffon, le roi, les ministres, les ascètes, les prêtres parlent sanskrit, de même que le cocher royal qui est de haut rang. Mais le bouffon parle un prakrit, car c'est un brahman dévoyé qui n'a pas appris sa grammaire. Le pêcheur et les policiers qui l'ont arrêté par prakrit. Et les femmes qui n'ont pas le droit d'utiliser le sanskrit parlent elles aussi des prakrits. Ce plurilinguisme régnant au théâtre suggère qu'il y avait au moins une intercompréhension relative entre ces dialogues et que les spectateurs étaient à même de comprendre plus ou moins, aidés par le jeu des acteurs et leur connaissance préalable de la trame, les différentes langues parlées sur la scène. Un art total centré sur la représentation et le jeu de l'acteur. S'il est un miroir reflétant le monde dans sa totalité, le théâtre possède lui-même un caractère totalisant. Le mythe de la fondation l'énonce et le redit. La scène réunit tous les arts, nous souhaitons quelque chose qui soit à jouer, à voir et à entendre, proclament les dieux. Strophe 11. Le spectacle sera donc total, à la fois littéraire, musical, gestuel et chorégraphique. Les images. Pardon. Ah. Chorégraphie. Un art total centré sur la représentation et le jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur. S'il est un miroir reflétant le monde dans sa totalité, le théâtre possède lui-même un caractère totalisant. Le mythe de fondation l'énonce et le redit. La scène réunit tous les arts. Nous souhaitons quelque chose qui soit à jouer, à voir et à entendre. Proclame les dieux. Strophe 11. Le spectacle sera donc total, à la fois littéraire, musical, gestuel et chorégraphique. Le théâtre indien n'est donc pas un théâtre de répertoire, bien qu'il ait produit des œuvres dramatiques d'une qualité littéraire exceptionnelle, qu'il s'agisse de la construction de l'intrigue, de la psychologie des personnages ou des caractéristiques formelles prosodiques et stylistiques du texte récité. Car la pensée indienne n'a opéré à aucun moment la dichotomie qui, depuis toujours agite la théorie de la pratique occidentale du théâtre, de l'écriture du texte et de la représentation. Qu'est-ce qui importe le plus? En Inde, le théâtre, c'est la poésie et la représentation, ce que suggère la strophe 15 du mythe de fondation, le 5e Veda, associé au Ityasa, mot de Lin Bansat Boudon, traduit judicieusement par fable, et ce que proclame par ailleurs le traité en posant l'équation fondamentale de l'art